L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance. La protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous sommes bien contents ce matin de recevoir Dr Nadia Chouitem, députée du Parti des Travailleurs, dans l'entretien. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous en ce premier jour du Ramadan. On va essayer de faire pour le mieux. Alors, les diététiciens disent qu'on peut être encore à cette heure de la journée performant. C'est question de volonté. C'est une question de volonté. Alors, on a tenu à inviter un parlementaire pour parler de la loi santé. C'est tout récent. Ça a été voté fin avril. Et en particulier un parlementaire du Parti des Travailleurs, parce que le Parti des Travailleurs a été particulièrement actif dans ce débat. 48 propositions d'amendements, un communiqué du groupe parlementaire à la fin. Vous avez même pointé une empreinte de lobbyiste pour la première fois dans un projet de loi de la République. Qu'est-ce que vous entendez par cette empreinte de lobbyiste qu'aurait contenu le projet de loi santé ? Oui, en fait, cette loi moyenâgeuse que nous avons combattue et que nous allons continuer à combattre, la loi santé, a été accompagnée dans son adoption par un fait grave qui est une empreinte inquiétante du lobbying au niveau de l'Assemblée, à savoir introduction d'amendements dans le projet, dans le texte soumis au débat, sans passer par la commission. Ça veut dire que ni le ministre de la Santé n'a assumé cela, ni la commission, quand je dis commission, c'est-à-dire la majorité, donc FNRND, ni les députés et les groupes parlementaires de la majorité FLNRND, la majorité parlementaire. On peut les citer. Et on dit lobbying, et d'ailleurs même le SNAPO a bien fait de réagir rapidement, et d'autres syndicats aussi, par rapport à ça. Par exemple, on trouve un truc ancien comme vœu du secteur privé, surtout des labos internationaux, qui est l'ouverture des pharmacies en chaîne, donc transférer l'exercice de la pharmacie de l'exercice médical à l'exercice donc par l'argent. Or, la pharmacie d'officine est un exercice purement professionnel et médical. La suppression du monopole de l'État dans la distribution et importation des vaccins, des produits bactériologiques, virologiques et sérums. Distribution, production ou distribution seulement ? Non, distribution. Nous, en commission, nous avons parlé de production, l'ouverture de la production. Ça a été même une demande du secteur privé national. Et nous avons êtes d'accord avec ça ? C'est la distribution qui pose problème. Il y a un intérêt économique, industriel. Il faut encourager la production locale. C'est clair qu'elle doit même substituer à l'importation. Mais étant la sensibilité de la chose, la distribution doit rester du monopole de l'État. Donc de l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur, voilà, au nom de l'État. Il y a aussi la formation. On s'est retrouvé avec un article qui ouvre la formation de tous les corps de santé au secteur santé privé. Or, là aussi, c'est sensible et c'est incroyable. Ça veut dire que des privés vont se retrouver avec des résidents, des internes en médecine, par exemple, ou en dentiste en pharmacie. Donc, comme main-d'œuvre gratuite à exploiter, et puis il n'y aura pas de formation, c'est clair. Et d'ailleurs, la Tunisie, on est un exemple là-dessus. Pourquoi c'est un fait grave ? Pas uniquement de par le contenu de ces articles, mais par cette façon, la façon dont ces articles sont retrouvés dans le texte soumis à l'adoption, et là ça signe la fragilisation avancée de cette institution qui est l'Assemblée nationale. C'est pour ça que nous avons alerté par rapport à ce fait grave. Heureusement, nous avons fait un lobbying aussi politique de notre côté. On va parler de votre lobbying. Tout de suite, on va parler de juste un moment. On a réussi quand même à supprimer ces trois dispositions. Et heureusement que le ministre a répondu. Il faut quand même le souligner. Les députés aussi du FLN, le président de la commission, et ont été alertés, ils ont répondu favorablement, et c'est tant mieux. Mais c'est quand même un précédent grave. C'est un précédent grave. Alors, on peut comprendre que la distribution des produits pharmaceutiques en chaîne, l'ouverture, ça peut être préoccupant, même si les Algériens qui voyagent à l'étranger ont pris l'habitude d'acheter des médicaments dans les hypermarchés. Donc, c'est un peu ça, hein, les enceintes. Mais est-ce que c'est un enjeu central, par exemple, de la distribution du vaccin? Vous considérez que c'est important? La formation, vous avez cité à la Tunisie, vous dites l'exemple tunisien. Qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie avec la formation des résidents chez le privé?
Quel est le problème? Alors en Tunisie, on a vu à l'occasion de la grève des résidents comme chez nous, d'ailleurs en Tunisie, l'une des revendications des résidents tunisiens, c'est d'être remis dans le secteur sanitaire. En fait, c'est le CHU qui forme, qui est public, que leur formation soit assurée dans le public et non le privé, parce qu'ils sont exploités par les privés, ils ne sont pas formés. Donc c'est ça, il faut quand même prendre exemple. Mais dans le monde entier, la formation se fait dans le public parce que c'est une formation stratégique, sensible. Alors, Vous considérez qu'il n'y a aucune possibilité, après le vote de la loi, de réintroduire ces mesures dans un texte d'application? Non, la tentation... Vous l'avez bloqué. Vous êtes sûr de l'avoir bloqué? Non, du point de vue juridique. Après, c'est clair qu'il y aura d'autres... C'est ancien comme proposition. Hein. Il faut pas croire que c'est uniquement à cette occasion. En fait, derrière ça, il y a les intérêts des lobbies internationaux. Parce que transformer l'exercice pharmaceutique d'exercice médical en exercice commercial, c'est dangereux. C'est-à-dire qu'il y aura une même mise sur le marché du médicament national directement, donc la grande consommation, mais aussi sur la consommation, c'est-à-dire la prescription. Donc on n'est plus dans le médical, on est dans l'économique. Alors il y a une autre disposition qui nous parle un peu à nous, les médias, c'est l'interdiction de la publicité vers le grand public. Là, on a réussi par contre, dans les amendements que nous avons faits il y a 48, dans une dizaine d'amendements, on a réussi à faire adopter partiellement ou totalement certains amendements. Et celle-là, on a réussi à le faire. Intégralement. Oui. Et là aussi, vous dites qu'il y avait des lobbies qui poussaient pour qu'on puisse faire de la publicité. Oui, le ministère a défendu cela, mais heureusement que le ministre, à la dernière minute, a répondu favorablement. Ça veut dire qu'on n'aura pas la publicité du médicament envers le grand public par les médias. C'est pour, en fait, contrôler. Il faut que ce soit la prescription pour ne pas encourager l'automédication. Et ne pas encourager le truc commercial des médicaments. Alors, un peu plus fondamentalement, vous avez une démarche dans votre critique de cette loi. Vous dites, on nous l'a présentée comme une loi sectorielle. En fait, c'est pas une loi sectorielle, c'est la loi qui pose en fait la question de la relation sociale de l'Algérie, des Algériens à leur environnement. C'est leur situation sociale qui est en jeu à travers la loi à travers la loi santé. Et le ministre, visiblement, a tardé à le comprendre. Ou il a refusé de le comprendre d'ailleurs. Non, il ne veut pas le comprendre, je crois. Moi, je crois qu'il ne veut pas le comprendre parce que tout le monde sait, du moins un politique, un responsable sait que la santé, c'est plus large que le système de santé, que le secteur de soins et de prévention. Au fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait gravissime qui a accompagné n'est qu'un aspect. Cette loi, effectivement, consacre le désengagement de l'État de ce droit fondamental. Parce que la santé est un droit d'abord constitutionnel, qui est consigné dans l'article 56 de la Constitution, mais aussi c'est l'un des droits fondamentaux de l'être humain, à savoir se soigner, le droit de se soigner, mais aussi un peu comme l'école. Donc cette loi consacre des engagements de l'État, des engagements la suppression du financement étatique pour le secteur public et donc l'abandon du secteur public pour la prédation privée. Et aussi, cette loi, elle est profondément sociale parce qu'elle concerne tous les aspects de la vie des citoyens, donc en matière de santé, par exemple le travail, l'environnement, l'hygiène, l'eau potable et tout, mais aussi la prévention. Il y aura une fragilisation de la santé des Algériens, pas uniquement les soins, mais toute leur santé. Alors, dans tous les domaines. Dans le volet prévention, par exemple, vous avez beaucoup, le Parti des travailleurs proposé d'améliorer la nutrition dans la tranche d'âge qui va jusqu'à 17 ans. Tant que les enfants sont dans le circuit de la scolarisation, vous dites qu'il y a 11 millions d'enfants, les cantines scolaires, une bonne nutrition permet de prévenir. Mais est-ce que ça vient pas un peu télescoper le besoin de l'État ces difficultés, de dire ça signifie des coûts supplémentaires? En fait, la loi santé est un peu le reflet de la relation État-citoyen. C'est-à-dire la nature sociale de l'État. Cette loi, justement, va refléter le contraire. C'est-à-dire que l'État s'éloigne beaucoup de citoyens et donc se désengage complètement. Concernant les finances, si on parle des finances, l'un des motifs présenté justement pour défendre cette loi par le gouvernement, c'est le manque de financement et donc la nécessité de chercher d'autres financements. Ce que cette loi nous propose, c'est tout simplement
arrêter le financement public du secteur public de la santé et aller chercher le financement par la sécurité sociale qui elle-même est en faillite puisque la loi de finances 2018 a octroyé un budget de 500 milliards de dinars pour payer déjà les retraites pour cette année. Et vous vous rappelez très bien que le Premier ministre Ahmed Douihia a dit que 2018 on a réglé mais 2019 on ne le sait pas. Déjà, donc c'est déjà inquiétant. Et cette loi donc va mettre à mal non seulement le secteur de la santé mais aussi le secteur de sécurité sociale, dont le système de retraite. Et là, pour vous dire la profondeur et l'impact de cette loi sur toute la société. Alors, c'est pas une loi sanitaire. On va aller, docteur Nadia Chouitem, dans le détail de ce que propose la loi, dans sa cohérence et dans ses inconséquences. Mais auparavant, vous dites sur l'argumentaire de l'État, sa démarche, il y a, continue la démographie se porte bien en Algérie, la population grandit, la durée de vie s'allonge, donc il y a des coûts de santé qui sont en train d'augmenter et ça nécessite un effort budgétaire de plus en plus fort. Et dans cette loi, dans l'exposition des motifs, on comprend que l'État n'est pas prêt à accompagner cette montée objective des coûts de la santé par les facteurs démographiques que je viens de citer et l'allongement du temps de vie et donc des besoins de soigner des personnes du troisième âge de plus en plus longtemps. Vous dites, c'est pas si vrai que ça, c'est vrai qu'il y a des coûts qui peuvent augmenter, mais quand on voit le budget de la santé, c'est un budget c'est le budget qui a le moins augmenté parmi les budgets stratégiques. Oui, quand on compare parce qu'à l'APN, quand on adopte la loi de finances, c'est toujours accompagné par les budgets de l'État en matière de fonctionnement et équipement, et on peut donc comparer par les chiffres qui nous sont fournis, les secteurs selon leur importance. Et quand on le fait justement, quand on compare les secteurs importants, par exemple l'éducation, la défense, l'enseignement supérieur, et l'intérieur et la santé, pour ne prendre que ceux-là. Je ne vais pas prendre le tourisme, par exemple, et l'industrie et tout, mais ceux-là qui sont en contact direct avec des domaines stratégiques, avec la population. Le domaine régalien de l'État. Voilà, et la santé est le dernier. Il est même, le budget de la santé est un peu plus, à peine un peu plus du quart de la défense et même pas la moitié du budget de l'éducation, inférieur à celui de l'intérieur et même inférieur à celui de l'enseignement supérieur. Or, le budget de la santé est inférieur à celui de l'enseignement supérieur. Alors cette année, on a octroyé le Trésor public, parce que là, j'enlève la partie de la CNAS. Oui, on parle du Trésor public. Trésor public, on a octroyé 213 milliards de dinars pour la santé et 65%, c'est le ministre de la Santé qui le dit, est octroyé et donc réservé à la masse salariale et des salaires déjà bas, assez pauvres pour la fonction publique en général. Et donc ce qui va rester est très minime. Pour l'équipement. Pour le médicament, le consommable. Or, la population a augmenté, c'est une très bonne chose, le taux de natalité est très bon, et la transition épidémiologique est là, elle est très inquiétante. Alors déjà, vous avez une divergence avec le ministre sur le taux de natalité, vous dites il est très bon, lui il dit il faut quand même... Non, c'est une appréciation. Oui, lui il dit il est inquiet, il faut contrôler les naissances. Oui, mais je pense que le ministre n'a pas une vision lointaine, parce que les pays, notamment européens, Canada par exemple, l'un de leurs premiers soucis, l'une de leurs priorités, c'est justement le vieillissement de leur société. D'ailleurs, il y a même des pays qui ont décidé d'appeler ou d'ouvrir à une immigration vers leur sol, comme au Canada, à partir des pays du nord de l'Afrique, vous le savez. Oui. On en souffre, il y a beaucoup de bonnes ressources humaines. Il y a de bonnes ressources humaines algériennes qui partent. Et nous, donc pour nous, apparemment, le ministre ne comprend pas que le taux de natalité important est une garantie d'avenir pour la société Docteur Nadia algérienne. Chouitem, cette loi annonce le ralentissement du déploiement de l'investissement public dans la santé. Pas uniquement, non, c'est un désengagement clair et net. L'article 343, amendé par l'Assemblée, par la Commission, et donc adopté sous cette forme, réduit le financement de l'État aux soins réservés aux personnes démunies, à la prévention et la formation uniquement. Ça veut dire pas de soins, ni de base, ni urgence, ni secondaire, ni tertiaire.
tout va se faire par la sécurité sociale. Or, j'ai dit, la sécurité sociale est en faillite actuellement et ne pourra pas. D'ailleurs, ce qui est incroyable, personne n'a été capable de nous expliquer à l'Assemblée, en commission santé, dont je suis membre, comment ça va se faire, comment ça sera appliqué. Vous imaginez un peu le directeur de la sécurité sociale qui vient nous dire non, on ne sait pas encore comment appliquer, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va prendre en charge, sur quelle base, que contractualisation. Est-ce que par pathologie, est-ce que par acte, et quelle proportion, comment ils vont financer? Mais c'est écrit dans la loi. Le ministère de la Santé dit, c'est pas mon problème, la sécurité sociale, mais c'est quand même incroyable. Le ministre de la Santé considère que cette loi est une loi départementale. Or, c'est une loi qui met au cœur un autre secteur, carrément un système de sécurité sociale qui appartient aux travailleurs. C'est les caisses sociales, c'est le fruit de leur travail et c'est la retraite. D'ailleurs, même dans le trésor public, je ne sais pas si ça serait bien de le rappeler aux auditeurs, c'est que 75% ou 25%, disons 25% de la fiscalité ordinaire représente l'IRG, l'impôt sur revenu global. C'est les salariés. Les salariés et l'IBS, donc la quote-part des entreprises, n'ont pas que 15%. C'est-à-dire la moitié de ce que paient les travailleurs. Comment est-ce que l'État vient nous dire que les soins pour ces travailleurs, justement, et leurs familles, les citoyens en général, seront payés par leurs cotisations, qui sont déjà à mal, qui sont normalement destinées au congé maternité. On peut supposer une seconde qu'en fait, derrière cette loi, ce qui peut être caché, c'est qu'à un moment donné, il y a peut-être des économies parce qu'on parle de rationalisation, de mutualisation. Oui. Il y a une partie peut-être qui va basculer sur le privé, c'est-à-dire qu'on va jouer sur le fait qu'une partie des couches moyennes algériennes vont de plus en plus accepter de renoncer à se soigner gratuitement à l'hôpital, et c'est un phénomène qui existe déjà, pour aller dans le privé, et donc ça va soulager un peu le budget de l'État. Et puis, in fine, peut-être l'un dans l'autre, ne pas avoir besoin de financer tant que cela ce besoin, cet appel en financement, puisqu'on est d'accord pour dire que les coûts de santé vont augmenter. Effectivement, du point de vue juridique, c'est-à-dire que dorénavant la loi de finances, elle sera conforme à cette loi, donc il n'y aura pas du point de vue juridique, je dis, il n'y aura pas un déficit de financement, puisqu'on a supprimé le besoin. C'est-à-dire que l'État a décidé de ne plus être responsable de la santé des citoyens, donc il ne financera que le peu de choses qu'il a laissé. Au fait, là, je voudrais quand même attirer l'attention des auditeurs sur le fait qu'on ne peut pas financer la prévention si on ne finance pas les soins. La prévention est un niveau supérieur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réussir la prévention, le dépistage des maladies, si on ne soigne pas. On peut prendre un exemple, le cancer du sein, si on n'a pas, si on peut pas faire, de radiologue, de radiologie. De le prévenir, ça servira à rien du tout. De gynécologue, d'un système de soins, ça veut dire une chaîne de soins de base, puis hôpitaux, puis CHU, on ne peut pas dépister le cancer du sein. Ce n'est qu'un exemple. Non, et puis même si on le dépistait, on ne pourrait pas non plus le soigner. Ça veut dire que finalement, la prévention au sens de cette loi, de par ces articles, est réduite donc à la vaccination, la BCG, l'anti-rougeoleux, l'anti-tétanos et tout. Et là, c'est très peu d'après les normes de l'OMS. Déjà, actuellement, les ménages algériens payent 27% de leurs revenus pour se soigner dans le système de gratuité. Or, l'OMS dit qu'il ne faut pas dépasser 10% de l'apport des ménages, c'est-à-dire des patients directement. Donc, nous sommes 3 fois ce qui est indiqué par l'OMS. Vous imaginez quand ça sera supprimé, ça veut dire que finalement, la gratuité qui est énoncée dans cette loi n'est que symbolique, puisque l'État ne financera rien du tout. Donc, au fait, ce qui complète ce désengagement de l'État, c'est laisser la place, la porte ouverte au secteur privé pour qu'ils prennent toute la place de la santé. C'est pour ça que... Toute la place, ça sera difficile, mais si l'on prenait déjà une partie plus importante que l'actuelle, ce serait déjà peut-être problématique pour les bourses. Non, ça veut dire qu'il n'y aura que la santé privée, comme santé réelle, aux normes. Qualité des soins. Mais je ne dis pas que les citoyens vont soigner. Je dis que celui qui sera là, qui sera présent, ça sera le secteur privé, et le secteur public, ça réduit à des établissements fantômes. C'est-à-dire qu'ils seront vidés de leur substance. Ils ne pourront pas faire face. Déjà, actuellement, vous avez vu, à chaque fois il y a des grèves, les professionnels de santé alertent les pouvoirs publics quant à l'impossibilité de soigner les gens correctement. Il n'y a pas un patient. Je dis bien, peut-être 95% des patients sont obligés de passer à un moment ou à un autre dans le circuit de soins vers le privé. Si ce n'est les analyses, si ce n'est pas la totalité, c'est les analyses, l'imagerie, le scanner et tout. Et ça coûte déjà très cher. Docteur, vous êtes en train de nous dire quand même que la loi santé prend en charge un état de fait, déjà.
et donc essayer de rationaliser et de codifier, En fait, voilà, codifier une pratique qui existe déjà. Quand on va recourir, on est dans un hôpital et on fait son scanner à l'extérieur, peut-être qu'il faut rendre juridiquement possible tout cela dans un partenariat, dans quelque chose qui a du sens vis-à-vis de la CNAS, vis-à-vis de tout le monde. En fait, c'est insuffisance. Le ministre est dans le mensonge et dans l'hypocrisie. Le ministre de la Santé et le gouvernement en général. Et même les députés qui ont voté cette loi, à savoir les députés FNRND, TEJ, MPA, c'est eux qui sont responsables aussi, comme le gouvernement, de ce qui va advenir dans ce domaine. Alors, ils disent qu'il y aura la gratuité, qu'on va améliorer la situation actuelle et que justement cette loi vient combler le déficit. Or, quand on lit clairement, heureusement qu'on a fait la colle algérienne, donc il suffit de lire la loi sanitaire pour comprendre. C'est en contradiction avec ce qu'il déclare. D'ailleurs, il n'assume même pas le fait que l'État se désengage et qu'il n'y aura pas gratuité. Ça veut dire que ce qui est préparé, non seulement qu'il n'y aura pas financement, mais soi-disant le partenariat justement qui est mis en avant pour répondre aux besoins de la société, de la population en matière de santé. Alors le partenariat aura toutes les formes, et entre public et privé. Il y aura même à un certain moment une possibilité de déléguer la mission de service public. Ça veut dire quoi? Quand l'hôpital ne pourra pas soigner, il va déléguer la mission de soins au secteur privé. Après, l'hôpital va venir payer. Or, l'hôpital n'a pas de financement. Ça veut dire que c'est un siphonnage de l'argent public. Donc, le peu qui reste va passer à travers le public vers le privé. Et bien sûr, vous comprenez bien qu'on ne va pas transférer les milliers et les milliers de malades de CHU Mustapha, par exemple, ou de Babloued, ou de Tizi Ouzou, d'Oran, ou d'Adrar, ou d'Ilizi, vers le secteur privé qui va s'installer juste à côté. Parce que ça sera impossible sur le plan financier. Donc il y aura de la sélection et beaucoup de malades ne vont pas se soigner ou se soigneront à un stade tardif de complications de leur pathologie, ou bien on aura tout simplement un renoncement aux soins et l'émergence des médecines parallèles, et d'ailleurs c'est le cas. Renoncement aux soins, émergence des médecines parallèles, effectivement, c'est déjà le cas. Je vais quand même essayer de faire un peu l'avocat de cette loi. On va dire que dans une région où il y a un centre anti-cancer privé qui a déjà émergé quelque part, on va dire dans les hauts plateaux, on ne va pas citer de il y a même âge. Si on fait un calcul économique, on dit si un investissement public du même niveau, qui assure la prise en charge publique qui est prévue par la loi, par la Constitution, etc., va coûter beaucoup plus cher. Oui. On peut imaginer qu'une délégation de mission de service public vers cette infrastructure privée, pour une partie raisonnablement de la population dans une zone isolée où ça coûtera trop cher de déployer un déploiement de l'État, on peut imaginer que peut-être ça peut être une solution ponctuelle quelque part. Enfin, vous dites au PT, il faut assurer la présence du service public partout, directement assuré par des institutions publiques. Bien sûr, après, il y a un privé qui est libre d'exister. Au fait, cette loi, elle ne parle pas de ponctualité. Non, cette loi contient la délégation de la mission de santé au privé de façon permanente à l'échelle nationale. Ça veut dire du centre d'Alger jusqu'à Tinzaouatine. Vous comprenez, on ne parle pas des régions où le secteur public n'est pas fort, ou bien de limitations dans le temps. Donc vous avez introduit ces limitations. Vous voulez les introduire? Non, on a voulu, oui, que ça soit exceptionnel à la limite, bien sûr, parce qu'il faut que les gens se soignent. Mais cette loi, non, elle ouvre la voie, non seulement à travers la délégation mission publique, au transfert du rôle de la santé. Donc, la colonne vertébrale du système de santé national va se transférer du secteur public vers le privé, et le partenariat va permettre au secteur privé de venir s'accaparer les plateaux techniques du secteur public. Vous comprenez? Ça va se faire dans les deux sens. Ça veut dire le public va fournir les malades et le personnel, à travers, y compris le rétablissement de l'activité complémentaire. Ça a été à la demande du ministre parce qu'il a accepté cela. Donc ils ont levé l'interdiction de l'activité complémentaire. Parce qu'ils n'arrivent pas à ajouter au salaire des compétences. Non. C'est une manière de ne pas être... Le jour où ils ont instauré cette activité complémentaire, c'était pour éviter l'hémorragie du public vers le privé. Or, ça n'a jamais été arrêté, mais ça a créé d'autres choses. Et tous les médecins sont contre d'ailleurs cette activité complémentaire. Les professeurs qui transfèrent leurs patients vers le privé. Voilà, donc un problème déontologique, d'éthique et tout. Et on a vu que c'est une passerelle organique entre du public vers le privé. Donc non seulement il n'y aura pas ça, mais à travers
Donc ce partenariat, le privé va s'installer dans le public, qui est financé par l'État, donc les salariés et tout, pour, soi-disant, soigner. Vous comprenez? Donc, ça sera une prédation tout azimut. Alors, actuellement, celui qui est fort à l'échelle nationale, c'est le public, il a 66 000 lits. Le privé est en pleine croissance avec 6 000 lits, mais il va doubler de capacité d'ici une année, d'après le ministère de la Santé. Et il existe essentiellement au niveau des grandes villes et autour des CHU. Donc, vous comprenez bien. Et d'ailleurs, c'est naturel. Au fait, c'est sain pour nous, au PT, le secteur public. Pourquoi est-ce que ça doit être l'État qui doit financer? Parce que c'est un droit fondamental, ça doit être un service public. Et l'égalité entre les citoyens dans un public, c'est l'égalité devant les services publics. Le secteur privé, quand il finance dans la santé, c'est pour le gain. Et là, c'est normal. C'est là la logique du capital et de l'investissement, quel que soit le domaine. Donc, le privé, quand il fait un centre anti-cancer, comme vous avez donné l'exemple, au bout du compte, il doit rentabiliser son CAC et donc il doit faire l'extension de l'activité. Or, le public n'est pas dans cette logique. Quand il investit, l'État, quand il investit dans le secteur public, c'est pour soigner les citoyens. Et donc, c'est toujours moins cher. Ça coûtera toujours moins cher. Et d'ailleurs, c'est même le ministre qui l'a dit, le privé algérien existe grâce à l'argent public. Ça veut dire que les assiettes foncières sont fournies par l'État algérien, par le service public, le financement est fourni par les banques publiques, le personnel est formé par les universités, par les CHU publics. Donc finalement, même le privé algérien est formé et créé par l'État. Mais surtout la croissance du secteur privé algérien, qui n'est pas le cas dans les autres pays développés, même capitalistes, même en France par exemple. Sa croissance n'est due qu'au fait que le secteur public a été consciemment et sciemment affaibli. Et cette loi justement va accroître cet affaiblissement, va aggraver cet affaiblissement et va mettre à genoux le secteur public pour faire de la santé une marchandise. Ça veut dire que le privé vient investir dans la santé et à ce moment-là, nous comprenons très bien que ce n'est pas tous les Algériens qui vont se soigner et il n'y aura pas de système du tout de santé. Ça veut dire que nous dirigeons vers un système non viable qui ne pourra pas répondre au minimum en matière de santé sur les normes de l'OMS plutôt, l'Organisation mondiale de la santé. Mais pire que cela, les conséquences de cette loi vont au-delà de la santé, vont au-delà du médical. On va quand même essayer d'envisager un scénario un peu moins grave. J'ai l'espoir aussi que ce soit moins grave. Avec cette disposition, rendre l'hôpital, ajouter, transférer sa fonction, enfin cette notion qu'il y a dans la loi de EPIC spécifique, c'est-à-dire faire fonctionner l'hôpital sur des catégories économiques, avec une délégation plus grande de gestion pour les directeurs que vous avez demandé au PT. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de mieux rationaliser, de mieux mutualiser les moyens déjà dans le secteur public avant le partenariat avec le privé, qui fasse que les besoins de financement deviennent plus maîtrisés et qu'on arrive à nous occuper des pathologies lourdes et accompagner cette augmentation des coûts de la santé? En fait, pour parler de nécessité de rationaliser, il faut d'abord étudier, mettre en exergue les causes et démontrer qu'il y a gaspillage. Est-ce que nous gaspillons en Algérie en matière de santé? Quand on voit les chiffres, y compris donnés par le ministère de la Santé, par exemple, en matière de médicaments, je donne un exemple. En France, ils consomment 30 milliards d'euros de médicaments an. Nous consommons 3 milliards, pas plus de 3 milliards, produits nationaux et importés. Tout. Vaccins, 3 milliards de dollars. Pour 2/3 de la population française. Voilà. Donc, en matière de normes, de PIB, nous sommes l'un des pays les plus faibles en matière de consommation, de déploiement du taux. Les pays développés déploient 23 à 25% du taux de PIB. Les pays voisins, 13 à 15%, Cuba plus de 15%. D'ailleurs, c'est un système très performant, salué dans le monde. En Algérie, c'est même pas 10% du PIB. Donc, pour dire qu'il y a rationalisation et gaspillage, il faut plutôt nécessité de rationaliser parce qu'on dépense beaucoup. Il faut démontrer qu'on dépense beaucoup. Or, c'est pas le cas. Les gens sont très mal soignés. Un tiers des dépenses est assuré par les ménages directement. L'autre tiers est assuré par la sécurité sociale déjà. Donc, vous dites la gestion des hôpitaux publics, vous dites que ça sert à rien d'essayer de la réformer vers plus de... Il faut réformer bien sûr la performance
performance, mais il faut trouver les causes. Le gouvernement n'a pas cherché les causes du dysfonctionnement. D'abord, le plus grand dysfonctionnement, ou la plus grande cause du dysfonctionnement des hôpitaux, c'est le manque de moyens. Quand on n'a plus de radio, de scanners et de spécialistes, c'est clair qu'au niveau des hôpitaux, on ne peut pas soigner, et c'est clair qu'après, au niveau du CHU, il y aura un flux important. Quand on n'a pas de médecins dans beaucoup de régions du pays, il n'y a pas de CHU, il n'y a pas de médecins spécialistes, il n'y a pas de gynécologues, de spécialistes, c'est clair que les gens vont venir vers Alger. Mais c'est évident, ça n'a pas besoin d'enquête. Mais pourquoi est-ce qu'on ne cherche pas les solutions pour cela, pour parer à cela, et après voir s'il y a nécessité de rationaliser? Donc c'est quand même incroyable. On utilise des trucs infondés pour faire passer des politiques antisociales. Cette loi renforce, en réalité, elle va en continuité de la politique d'austérité décidée depuis 2015. Alors, système non viable, on l'a très bien compris, l'État se désengage, le privé ne paliera pas parce qu'il n'assurera pas de toute façon la gratuité. Le privé est un système de rentabilité, est un secteur économique d'investissement, et c'est tout à fait logique. On ne peut pas attendre du privé à ce qu'il joue. La classe n'arrivera pas à financer le désengagement de l'État. Déjà, elle a du mal à s'en sortir à l'état actuel, puisque vous avez bien fait de le rappeler, 500 milliards. La CNAS, actuellement, dans le système actuel, finance plus que l'État, le Trésor public, en matière de santé. Ils ont dépassé les 400 milliards de dinars parce qu'il faut comptabiliser le forfait direct hôpitaux qui est de 80 milliards de dinars pour cette année, 200 milliards de dinars pour remboursement de médicaments, et vous savez très bien que beaucoup d'Algériens ne remboursent pas en matière de médicaments. Ils ne sont pas remboursés, vous voulez dire. Ne remboursent pas, oui. Ne remboursent pas leurs médicaments. Il y a une enquête de l'UNOP qui l'a démontré, qu'il y avait des Algériens tout récemment, qui l'a démontré. Et aussi les accidents de travail qui ont en augmentation et tout. Et d'ailleurs, il y a un point qu'il faut souligner aussi, et qui est grave, c'est que cette loi ignore totalement qu'il y ait des millions d'Algériens qui ne sont pas assurés, qui n'ont pas de couverture sociale. D'ailleurs, nous avons même fait des amendements dans ce sens. C'est pour ça qu'il faut que la gratuité reste, il faut que l'État finance les secteurs publics. Parce que si les assurés, à la limite, ont la carte Chifa, mais 10 millions de travailleurs sont dans le noir. 45% d'après l'ONS, l'Office national des statistiques, est dans le noir. Ça veut dire eux et leurs familles ne sont pas assurés. Comment vont-ils soigner? Or, le représentant de la solidarité nationale, quand il est venu à la PN, il nous a parlé d'uniquement 800 000 citoyens considérés comme démunis actuellement. Il n'a pas le bon chiffre. Et personne n'a été capable, ni le ministre de la Santé, ni les autres, de nous expliquer c'est quoi le démuni au nom de la loi, au sens de la loi, parce que cette loi dit que l'État va prendre en charge les démunis, mais au fait, ce serait une infime minorité de personnes, peut-être sans revenus, ou je ne sais pas. De toute façon, les millions d'Algériens qui sont actuellement sans sécurité sociale ne seront pas soignés, c'est clair et net. La loi a eu cette spécificité d'être débattue et votée sous la pression d'un mouvement important qui, en fait, était un peu le baromètre de la situation du secteur de la santé. C'est évidemment la grève depuis novembre passé, la grève des résidents. Vous en pensez quoi exactement, Nadia Chouitem? Au fait, cette grève révèle déjà le malaise, reflète déjà le malaise qu'il y a dans tout le secteur de la santé. D'ailleurs, en même temps, au début de la grève, il y a même la grève des paramédicaux, certainement il y a eu la grève des praticiens. Sauf que c'est la grève des résidents dirigée par le Camera, c'est elle qui a duré le plus. Jusqu'à présent, on ne sait pas où elle va, cette grève, parce que apparemment, le gouvernement... déjà, moi, je condamne à l'occasion le fait qu'il y ait une répression des résidents, le fait qu'il y ait interdiction de marche et d'expression pacifique des résidents, mais des citoyens en général, parce qu'il est quand même incroyable de dire qu'on est pour le dialogue, et après, on matraque des citoyens qui revendiquent ou qui s'expriment tout simplement de façon pacifique. Après, cette grève révèle, d'ailleurs, vous avez vu depuis qu'il y a l'arrêt des gardes au niveau des CHU. C'est une radicalisation du mouvement. On a mis à nu la faiblesse qui est au niveau des CHU, et donc là, ça conforte aussi mon argumentaire de tout à l'heure, à savoir, c'est pas un problème de gaspillage, pas du tout, c'est infondé ou dire qu'il faut rationaliser, mais il y a un problème d'effectifs, un manque d'effectifs et de moyens incroyable. Même les CHU, qui sont les meilleurs par rapport aux autres structures de santé, sont dépourvus de moyens humains et matériels. Donc, que dire des autres wilayas? Donc, cette grève doit être normalement l'occasion pour retirer cette loi. Parce que
beaucoup des revendications des résidents sont fondées, sont légitimes. C'est vrai qu'il faut quand même les saluer pour cela. Ils ont arraché beaucoup de choses, beaucoup de droits, et c'est au compte de tous les... Au profit de au profit de toute la corporation. Santé, pas uniquement la corporation, mais déjà c'est quand même... Même des patients. Même des patients, voilà, mais il y a la question du service civil. Et il y a la question des incitations pour que le service civil fonctionne. Les incitations pour que les médecins... C'est vrai qu'on ne peut pas supprimer le service civil, parce qu'il y va de la couverture du territoire national. Mais cette loi, justement, va à l'encontre de ce qui est développé, de cette aspiration profonde des résidents, qui sont les jeunes médecins spécialistes, mais aussi de toute la corporation et des citoyens en général. Cette loi met à genoux tout le système de santé. Donc le service civil, maintenu ou pas, c'est pas ce qui va régler le problème, puisqu'après, on aura des déserts médicaux, non seulement au sud et au plateau, mais même à Alger, même à Oran, même à Annaba, parce qu'on va faciliter par ce partenariat, par ce non-financement du secteur public, par l'émergence du secteur privé, on va ouvrir le portail pour qu'il y ait le départ massif des compétences vers le secteur privé, et l'abandon, donc les établissements publics seront comme des fantômes. Désert médical peut-être non, mais désert de la médecine gratuite, oui. Parce que ceux qui auront les moyens pourront toujours se soigner. Mais ça sera un désert. Ceux qui ont les moyens sont une minorité dans notre pays. Et puis même quand on a les moyens, de toute façon, même quand on est riche, on peut se déplacer à l'échelle nationale et on peut mourir de crise cardiaque. D'ailleurs, il y a même quelqu'un de très connu, qui était important dans la hiérarchie de l'État, qui est décédé par faute de moyens dans une wilaya. Il était en déplacement, il a fait un IDM, il est passé. Ça veut dire même quand on a un hélicoptère privé, un jet privé, pour peu qu'on se déplace pour voir son entreprise dans une wilaya quelconque, on peut faire un infarctus du myocarde ou une urgence médicale ou chirurgicale. On peut passer comme n'importe quel autre citoyen. C'est une question stratégique et très sensible. Je ne sais pas, mais je pensais à une seconde, j'ai eu l'espoir que vous citiez l'exemple de notre cher président Abdelaziz Bouteflika, qui se soigne à chaque fois à l'étranger quand il a un bobo et qui ne fait pas confiance à la santé en Algérie, ce qui est peut-être la plus belle incarnation de la faillite du système de santé en Algérie. Parce que et beaucoup de citoyens se déplacent aussi, parfois même à leur charge, évidemment. À leur charge vers les pays voisins en Europe pour se soigner. Oui, on a quand même un système assez performant par rapport à notre histoire. Depuis l'indépendance. Oui, il faut voir d'où l'on vient. Il faut quand même, il faut voir d'où l'on vient. C'est vrai qu'on n'est pas encore au top. On peut pas être au top. Même les pays développés il y a des disparités. Mais nous, au PT, on défend le fait que le système actuel est bon. On connaît ses insuffisances. On est pour sa consolidation parce qu'il a démontré son efficacité. Et les chiffres positifs ont même été salués par le PNUD et l'OMS, notamment le rallongement l'augmentation de l'espérance de vie, la baisse du taux de mortalité photomaternelle et tout, la vaccination qui est formidable, mais le système actuel va à l'encontre de cela, il ne consolide pas, mais il casse complètement, il brise complètement tout l'élan qui a été fait depuis l'indépendance en passant par l'époque de Boumedienne jusqu'à 85. Il offre le secteur de la santé. D'abord, il transfère la santé d'un domaine public, de service public à la charge de l'État, vers un domaine économique de financement et d'investissement. Il transfère la colonne vertébrale du système national, donc du public, vers le privé. Or, le privé ne peut pas être la colonne vertébrale. Donc, c'est pour ça que je dis que nous allons vers un système, plutôt une situation de non-système de santé. Nous n'aurons pas de système. Ça sera des structures privées qui vont prédominer par-ci par-là dans le pays, ouvertes à une minorité de citoyens, et cet état de fait va coûter plus cher à l'avenir en matière de vies humaines, en matière de morbidité, en matière de financement, et elle va impacter très négativement le système social en général, la sécurité sociale et le système de retraite algérien. On va finir en rappelant quand même que vous êtes député du Parti des travailleurs à l'Assemblée nationale. Vous avez évidemment voté contre cette loi. Vous n'étiez pas la seule. Vous n'étiez pas le groupe parlementaire. Votre groupe n'était pas le seul. Je pense que tous les groupes de l'opposition ont voté contre cette loi, et les groupes qui ont voté pour, c'est la majorité parlementaire. Qui soutiennent. Oui, ils soutiennent. Et nous pensons qu'ils ne mesurent pas encore la gravité de cette loi, parce qu'il n'y a aucun gouvernement au monde, aucun État intelligent qui voudrait s'auto-flageller.
Parce que vraiment, c'est l'autoflagellation. Même dans les pays capitalistes, le secteur de la santé est névralgique et sensible. D'ailleurs, quand les gens sont mal soignés, ça va coûter plus cher, on perd plus de vies humaines, on a plus d'accidents de travail, c'est-à-dire... Et ça, finalement, la logique économique, en fait, même dans la logique économique, c'est pas le bon choix. Voudrait dire qu'il faut plutôt financer la santé. C'est comme l'éducation. C'est comme l'éducation. C'est-à-dire que ça va au-delà des idéologies politiques, au-delà des partis. L'intelligence voudrait dire que la santé doit rester du ressort de l'État. Et d'ailleurs, même aux États-Unis, on l'a vu, le pays le plus développé au monde, il y a 52 millions d'Américains qui sont très mal soignés, qui n'ont pas de couverture. Et bien dans ce pays, il faut quand même méditer ce qui se passe dans ce pays. C'est quand même dramatique, les écarts sociaux, la disparité. Et pourtant, c'est un pays développé qui a quand même une soupape sociale. Dans notre pays, ça sera plus violent que les États-Unis, parce que la chute sera libre, et nous pensons qu'il n'est pas trop tard. On peut toujours retirer cette loi, on peut toujours la revoir, la remodeler, la repenser en profondeur, en partant de ce que nous avons déjà acquis en matière de santé, qui sont des acquis très considérables depuis l'indépendance. Docteur Nadia Chouitam, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci. L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance. La protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.